Je salue tous les participants à ce nouveau débat du Cercle des managers d'immobilier, débat désormais mensuel. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet grave. Ce n'est pas toujours le cas. On a toujours l'intention d'informer les professionnels de la filière très largement qui participent à nos débats. C'est près de 400 personnes aujourd'hui, mais je dis aussi volontiers que des représentants des pouvoirs publics, des journalistes suivent nos conférences. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons la même intention de vous informer, mais aussi de trouver des remèdes à ce qui est véritablement un mal. On va, je crois, tous s'accorder à le reconnaître. On va mettre des chiffres sur cette réalité. C'est la situation de la construction résidentielle, construction de logements dans notre pays. Dans le thème qui vous a donné envie de vous connecter, on a parlé de panne. On a lu des mots beaucoup plus durs dans la bouche d'un certain nombre d'observateurs. Certains parlent de coma, d'effondrement en tout cas. Et on va bien sûr commencer par faire une photographie de la réalité. L'instant est grave avec d'ores et déjà, au moment où on parle, et si on ne regarde que l'année écoulée, des contre-performances historiques déjà des prévisions qui, dans un domaine où on le sait, on peut anticiper de plusieurs années ce qui se passe, celui de la construction, on voit que la situation devant nous n'est pas plus rassurante. Pour débattre dans ce cadre, nous avons convié des grands professionnels, des responsables de ce secteur que je remercie beaucoup parce que ils savent quelle est la règle du jeu. Pas de langue de bois, beaucoup de franchise, beaucoup de sincérité. Je dis même que on va sans doute rompre avec peut-être un certain silence dans le secteur. On pourrait penser que il faudrait davantage de bruit autour de ce qui se passe. Eh bien, on va en faire ce soir. On va parler avec avec des voix fortes, et puis rompre aussi avec un mal qui pourrait être l'autosatisfaction, se dire que finalement, bon, la crise fait que, et on va d'ailleurs faire le départ entre ce qui est dû à la crise sanitaire et ce qui est beaucoup plus structurel dans le domaine de la construction résidentielle. Je cite d'abord, avant de donner brièvement la parole à mes co-organisateurs, je cite par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de préséance. Norbert Fanchon, qui est avec nous, il est le président du directoire du groupe Gambetta, qui est un promoteur bien connu qui intervient dans toute la France sur les territoires. Bonjour Norbert. Bonjour. Voilà, donc je vous fais juste apparaître les uns après les autres et ensuite vous pourrez prendre la parole. Je m'empresse de dire d'ailleurs que je ne citerai pour chacun d'entre vous que votre fonction, celle qui nous a fait vous convier, et je renvoie au site du Cercle des managers. Il y a des biographies complètes qui vous démontreront que nos invités sont titrés, voilà, qu'ils ont des beaux parcours professionnels et vous en saurez plus sur chacun d'entre eux. Vous verrez leur visage aussi. Voilà, on est fiers de ces biographies. Alexandra François Cuxac, elle est la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Elle est bien sûr elle-même aussi promoteur avec un siège dans une ville qui m'est chère, Biarritz, dans une région qui m'est chère. Nous avons, elle et moi, le même accent, mais elle aussi a aujourd'hui une intervention de promoteur beaucoup plus large sur le territoire. Et en tout cas, elle va parler au nom de la profession. Bonjour Alexandra. Bonjour Henri. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Jarlot. Alors, Philippe Jarlot est aussi un promoteur. Il est le patron de MDH Promotion. Et c'est au titre d'une autre responsabilité qu'on l'a convié. Il est à la tête des promoteurs du Grand Paris. Il pourra nous rappeler d'ailleurs tout à l'heure en une phrase ce qu'est cette assemblée de promoteurs. Je crois pouvoir dire en tout cas que derrière cette enseigne, il y a pour ainsi dire la moitié de la production résidentielle en Île-de-France. Donc Philippe Jarlot, une autre voix forte dans ce secteur. Bonjour Philippe. Bonjour. Juste, c'est 5%, c'est pas 50%. J'ai dit 50%, 5%. 5%. Oui, c'est que 5%. Mais ce sera 50% un jour. Mais ça veut dire qu'il faut que les autres aussi développent énormément. On va ensuite voir apparaître
Samuel Minot. Je le remercie beaucoup d'être avec nous. Il est depuis peu le président de la commission économique de la Fédération française du bâtiment. Et il est lui-même, bien sûr, un entrepreneur en bâtiment. Il nous dira dans quel corps d'État, parce que je sais qu'il y a une grande fierté de la part des entrepreneurs de servir tel ou tel corps d'État, mais il va aujourd'hui représenter aussi très largement la partie amont de la filière. Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci. Et puis, pour finir, mais c'est par ordre alphabétique, parce qu'autrement, comme il est un élu, j'aurais pu le citer avant tous, hein, avec la légitimité portée par les élus. Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine, il a attaché son nom à une ville d'Île-de-France qui est le Plessis-Robinson. Il en a été très longtemps le maire. Je crois qu'il va d'ailleurs reprendre son siège de maire. En tout cas, il est une figure du Parlement, mais aussi de la communauté des maires, et il est, comme on dit, un maire bâtisseur. On a fait le choix d'avoir avec nous quelqu'un à qui on ne peut pas faire le reproche de ne pas aimer l'acte de bâtir. Bonsoir Philippe, monsieur le sénateur. Bonsoir. Bonsoir Henri, tu vas bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, un mot de courtoisie, je l'ai annoncé de ceux qui m'aident dans cette organisation. Et puis alors en plus, on vous en dira plus, on fera un petit communiqué de presse, mais ce cercle s'est structuré, hein, voilà, en association, et il a désormais à sa présidence, je lui donne d'abord la parole en toute logique, Benjamin Darmouni, et puis à sa suite, Evelyne Vivier et François-Emmanuel Borel, qui sont l'un et l'autre vice-présidents auprès de lui. Merci Henri. Oui, ce cercle s'est structuré. J'ai l'honneur de le présider. Ce cercle, c'est avant tout un lieu d'échange. Notre objectif, aborder tous les sujets d'actualité de la sphère immobilière et, comme tu l'as dit, sans langue de bois, avec la volonté d'être réaliste et objectif sur la situation des professionnels et essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, notre enjeu est la construction et cette crise qui s'annonce et de savoir est-ce que l'État a conscience de cela, est-ce qu'il envisage des solutions et de savoir quelles sont aujourd'hui les responsabilités de chacun pour que la situation puisse s'améliorer. Evelyne et François-Emmanuel, et on attaque. Bonsoir à tous. Nous déplorons ce soir l'absence d'Émilie Jousset, qui est souffrante, donc je la remplace sans doute pas très avantageusement. Je voulais d'abord remercier les intervenants. Nous avons toujours un plateau d'extrême qualité pour ce cercle qui veut embrasser tous les aspects de la chaîne immobilière, et en particulier sur un sujet qui est la construction résidentielle, ce qui constitue nos espaces de vie, quelque chose d'extrêmement important dans des moments où depuis un an, un certain nombre d'entre nous vivent et travaillent aussi chez eux. Je voulais remercier Henri qui anime toujours ce cercle et ces conférences avec énormément d'enthousiasme, et puis marquer que cela fait un an qu'avec cette situation pandémique complètement nouvelle, nous avons voulu briser l'isolement que pouvaient ressentir certains, que nous avons voulu embrasser tous les aspects de la chaîne pour donner de l'information. Et nous sommes ravis que tous nos auditeurs soient aussi nombreux pour continuer à nous accompagner. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents. Tous nos intervenants sont les plus experts d'entre eux. Il va bien falloir nous éclairer sur quel est le problème structurel et bien évidemment conjoncturel qui fait que même si les pouvoirs publics annoncent que l'on va construire davantage, même si on se fixe des objectifs ambitieux, mais finalement on les atteint de moins en moins. Donc quelles en sont les causes et quelles sont surtout les façons d'y remédier? J'attends avec impatience donc ce débat. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, Samuel Minot, on va très logiquement commencer par vous parce que la Fédération du bâtiment qui est en amont
de la filière a une vision panoramique sur ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, ce qui s'est passé évidemment au cours des années antérieures. Elle a aussi un avis prospectif sur l'année 2021 et sur celles qui suivent. Vos chiffres font autorité. Vous présidez la commission économique qui régulièrement, pour les acteurs de la filière, pour les pouvoirs publics, pour la presse, donne des informations sur lesquelles la décision publique d'ailleurs se fonde. Alors, merci de nous faire partager le diagnostic chiffré. On va mettre des chiffres précis sur ce qui vient d'être dit et à l'instant même par François-Emmanuel. Je souhaiterais que vous preniez aussi le risque de la prévision. Vous le faites régulièrement. À votre suite, on a une dirigeante d'organisation professionnelle en la personne d'Alexandra. Elle pourra compléter, peut-être nuancer. Elle a aussi un observatoire. Mais on va commencer par tendre cette toile de fond indiscutable et vous allez nous faire aussi votre analyse de ce qui ne va pas. Et je l'ai dit en distinguant, je crois que c'est important, ce qui est conjoncturel. Bien évidemment, et on en a parlé ici même en 2020, les chantiers ont été ralentis, empêtrés, empêchés pour certains d'entre eux. Des coûts de production ont été majorés. Donc, il y a des choses qui sont vraiment liées à la crise Covid et d'autres qui étaient plus structurelles. Merci de nous donner votre regard là-dessus. Et le débat s'instaurera largement grâce à vous. Très bien, merci pour en tout cas cette invitation de la Fédération française du bâtiment. Et puisque vous me l'avez invité à le faire, je représente bien entendu toutes les entreprises du bâtiment, mais aussi j'ai la joie de diriger l'entreprise familiale centenaire spécialisée dans la construction en bois. J'en suis très fier et je pense comme tous les entrepreneurs des entreprises du bâtiment. Alors oui, redresser un petit peu… Dans quelle région? Précisez-nous la région, parce que vous êtes aussi fier en général de votre territoire. Je vais être très exact, je suis caladois, donc je suis habitant du Beaujolais, mais je travaille dans beaucoup de métropoles. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, pour planter le décor, effectivement, violent décrochage en 2020, on l'a observé, il y a eu un recul affolant de 9% des mises en chantier, attribué pour grande partie au confinement, bien entendu, et cette crise sanitaire que nous avons tous vécue. Et même si un protocole sanitaire a permis très rapidement, avec un ensemble de ministères et d'organisations professionnelles, de réouvrir les chantiers, ça n'a pas permis d'avoir un rythme normal l'année dernière. Mais ce qu'il faudra retenir de cette année 2020, c'est une chute encore plus importante des permis de construire, de l'ordre de 15%, et les ventes qui ont boité le pas aussi, avec un effondrement, je crois que le mot n'est pas trop fort pour l'individuel groupé et le collectif qui s'enfonce de 22 et 24% respectivement sur les ventes en groupé et en collectif. L'individuel diffus s'effondre lui que de 9%, qui est un produit qui est plus agile, qui a permis de rebondir plus rapidement et qui a moins subi en tout cas les effets de cette crise sanitaire. Donc, puisqu'on se risque à certaines projections, la FFB a projeté le nombre de logements construits en 2020 aux environs de 300 000 logements. Et malheureusement, on craint qu'en 2022, s'il n'y a pas de redressement très rapide, eh bien qu'on puisse tomber en dessous de cette barre de 300 000 logements. Je citais effectivement cette barre des 300 000 logements qui pourrait être malheureusement atteinte cette année si notamment il n'y a pas d'accompagnement fort, et notamment on parle beaucoup de la réglementation environnementale 2020 qui va à nouveau accompagner des surcoûts dans les coûts de construction, et ça c'est une préoccupation. Mais il faut pas attribuer à cette crise sanitaire le décrochage complet de ces permis, parce que ce décrochage il existe depuis quasiment 3 ans. Et on se souvient qu'en 2017, c'était 438 000 logements qui avaient été construits, puis 387 000 en 2019, avant de tomber à 350 000 en 2020. Les permis ont suivi la même tendance, donc on a perdu grosso modo 100 000 logements en 3 ans sur cette période. Alors très fort en individuel et collectif, mais aussi sur le locatif social et le locatif privé. Alors on est très très loin des 500 000 logements qu'on s'entend tous à défendre depuis des années, qui a été à nouveau évoqué dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui est d'une
effroyable actualité sur le mal logement. Donc, on descend progressivement et on atteint cette fameuse barre qu'on ne pensait plus être atteinte. Je rappelle qu'en France, 300 000 nouveaux foyers se créent chaque année. Eh bien, finalement, le marché du logement neuf va atteindre tout juste cette barre des 300 000 logements. Alors, il y a des raisons à cette crise qui ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, des seules raisons de la crise sanitaire. Je rappelle, puisque vous nous avez invités à dire franchement les choses, on va remonter quelques années en arrière, on a un président de la République qui a été élu sur un programme qui comprenait notamment cette idée que l'immobilier était une rente. Et le gouvernement Philippe, qui a été marqué par cette idée que les aides sont inflationnistes, a dès 2018 procédé à des rabotages de toutes les aides qui existaient. On se souvient du PTZ et du Pinel qui ont été recentrés sur les zones dites tendues, la baisse des APL, puis il y a eu le début de chantier de la contemporanéisation de l'APL, il y a eu l'IFI, le prélèvement forfaitaire unique qui excluait le foncier, il y a eu des attaques sur le 1% logement, il y a eu un amorce de travail visant la fin de la taxe d'habitation. Bref, le gouvernement s'est donné du mal pour faire du mal au logement neuf. On a eu la mise en place progressive de la zéro artificialisation nette à l'été 2019, suite, vous vous souvenez, à la crise des Gilets jaunes, avec une circulaire qui était partie au préfet et qui a ouvert clairement le bal à la chasse à l'individuel diffus. Et puis, alors là, cerise sur le gâteau, le régulateur bancaire européen qui ne comprend pas bien le fonctionnement du marché du crédit immobilier en France, et puis qui arrive finalement à convaincre le régulateur français de changer et de prendre peur sur l'existence d'un potentiel risque systémique de notre système. Et puis, dès fin 2019, le HCSF vient contraindre un petit peu les marchés de la primo-accession et de l'investissement locatif. Donc, en somme, si on dresse un constat de ce qui s'est passé, c'est un piège qui s'est progressivement refermé sur le logement neuf, qui rabote les aides, les règles ou les pratiques urbanistiques, qui contraint l'alimentation financière. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce constat-là, on l'a dénoncé étape par étape, mais en tout cas, tout un dispositif a été détricoté progressivement. Pour simplement terminer de brosser ce tableau, il y a quand même deux paradoxes qui restent à souligner. Le premier paradoxe, c'est que le rendement net du logement n'a jamais été aussi fort pour la nation. Le crédit apporté au logement neuf, c'est 42 milliards d'euros en 2019, selon un décompte très officiel du compte du logement, et qui a été multiplié par 3 en 10 ans. C'est-à-dire le crédit apporté au logement neuf n'a jamais autant rapporté d'argent à l'État. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, on se souvient des schémas de cohérence territoriale qui visaient à la densification, qui voulaient lutter contre l'artificialisation des sols. Et bien, à nouveau, c'est un constat d'échec là-dessus, puisque à rebours des souhaits et actions du gouvernement, eh bien, devant la difficulté d'accès à la propriété, le surenchérissement des coûts de la construction et la diminution des aides, notamment amenées aux zones B2 et C, aux zones détendues, eh bien, finalement, c'est là que les ménages sont allés se déplacer parce que le prix du foncier, notamment, était très cher. Voilà les quelques conclusions et observations sur cette période qu'on peut vraiment qualifier d'une période de déclin pour le logement neuf. Oui. Deux choses, merci beaucoup, c'est très précis. Pour autant, je vais encore demander une précision. On vous voit désormais, alors figé à certains moments, mais bon, on vous voit. C'est mieux que tout à l'heure. Les chiffres pour 2020, on l'a dit, 350 000 logements mis en chantier, de la construction sociale, HLM. Un focus sur ce segment particulier qui, en période de crise, on l'entend bien, vous avez évoqué le rapport de la Fondation Abbé Pierre, cet amortisseur social est d'autant plus précieux. Qu'est-ce qu'on a produit comme logement HLM en 2020 et qu'est-ce qu'on peut imaginer en 2021 si on focalise sur ce parc ? Alors, on n'a pas des chiffres très précis sur la production, on a des chiffres qui sont publiés de manière un peu plus fiable sur les accords de financement, les engagements de financement
Oui, oui. Alors, ces chiffres-là, là encore, on passe une barre qui n'avait pas été passée depuis bien longtemps, puisqu'on est passé en dessous des 100 000 logements engagés. Hein, ce fameux chiffre des 97 000 logements, on était à 130 000 accords de financement en 2016. Donc, il y a eu une chute aussi vertigineuse qui a son importance. Je sais que le sujet aujourd'hui, c'est la construction résidentielle, donc ce n'est pas forcément le locatif social. Ceci dit, dans beaucoup de programmes, et beaucoup de programmes de métropole notamment, on sait qu'il y a une très forte mixité des opérations. On mixe le social et l'accession privée en résidence principale ou en locatif. Ceci dit, on va en reparler, je pense que ça va être un des thèmes qui va être abordé. Comment on finance les flambées du foncier? On sait que le privé finance le logement social et la mixité est importante. Donc, quand le nombre d'accords de financement au logement social baisse, inexorablement, on sait que le privé aussi va embrayer le pas parce que cette mixité sociale, on ne va pas arriver à la diriger dans les métropoles. Merci beaucoup. Je précise, vous me conduisez à le faire, qu'on peut parler, hein, on n'a pas limité notre champ du logement social, on parle de la production résidentielle, donc il y a bien sûr aussi le logement HLM, c'est pour ça que je vous relançais sur ce point. Alors, bien sûr, quand j'invite Alexandra François-Cuxac à votre suite à s'exprimer, elle va pouvoir également parler des deux, sans doute avec une insistance particulière sur le résidentiel privé. Alexandra, le regard que tu portes, alors là encore, si tu dois nuancer ou compléter les chiffres apportés par Samuel Minot, n'hésite pas à le faire, même s'ils étaient très complets. Parlons des besoins. Ça a été évoqué tout à l'heure par Samuel Minot. Il nous parle de cette ligne bleue des 500 000 logements. D'évidence, on en est très loin. Et on va vers des performances qui vont encore s'en éloigner. On a entendu parler d'un chiffre un peu plus modéré de 450 000 logements. Ton regard là-dessus. Et puis, voilà, ton diagnostic. Alors, Samuel a donné un certain nombre de raisons pour lesquelles il considère qu'on en est arrivé à cette contre-performance. Tu peux y ajouter les tiennes. Je voudrais aussi, on a parlé de l'État, je voudrais qu'on parle des maires parce qu'ils ont souvent été mis en cause, montré du doigt, avant les élections, après, avec la vague verte. On a avec nous un élu, il y réagira. Voilà, donc ton diagnostic, les chiffres et ton appréciation, ton étiologie, la recherche des causes. Bon, oui, moi, la conférence de presse de bilan 2020 de notre observatoire FPI, elle s'est justement tenue cette semaine. Donc, les chiffres, je confirme qu'ils font froid dans le dos. On a baissé d'un quart nos ventes. On a même baissé d'un tiers les ventes aux particuliers et d'un tiers nos mises en vente. Et on voit que les chiffres sont têtus et sans équivoque parce que c'est 40 000 ventes perdues, 14 000 logements en projet en moins. Donc, on voit bien que la crise, elle est là, elle est violente. On voit que c'est une crise atypique. Et c'est une crise atypique pour deux raisons. D'abord, on fait face à une crise de l'offre plus qu'à une crise de la demande. La VFA HLM, personne n'en a encore parlé, mais je pense que ça viendra. La vente en l'état futur HLM reste élevée et celle des institutionnels le quatrième trimestre, elle est très élevée. C'est-à-dire que les promoteurs ont moins mis de programmes et de logements à la vente. Leurs ventes ont donc baissé, mais ils ont essayé de compenser en vendant ce qui leur était autorisé en 2020, c'est-à-dire en vendant aux institutionnels en bloc. Malheureusement, ça n'a pas suffi à combler cette baisse et donc on reste à la peine pour trouver un relais de croissance, si j'ose dire. Il faut savoir que c'est 7% d'augmentation les ventes en bloc en 2020 chez les promoteurs. Donc, on voit bien émerger quelque chose de plus institutionnel, de moins dirigé vers le particulier, mais 2021 saura nous dire si c'est une tendance profonde ou si c'est une tendance d'opportunisme, si j'ose dire. Ce que je voudrais dire sur le sujet des 500 000, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un chiffre qui est très clair, c'est les chiffres des autorisations de permis. En 2017, 500 000 logements autorisés. En 2020, 380 000. Donc, c'est tout. C'est 120 000 logements de moins autorisés. C'est colossal. C'est d'autant plus perturbant que ça touche 20%
ça touche particulièrement le segment du collectif, puisque le collectif, c'est moins 20%. Donc, le collectif, c'est le travail du promoteur par définition, hein, le logement collectif, qu'il soit vertical ou horizontal avec les groupés d'habitation, c'est tout sauf le logement individuel. Mais je pense que nos internautes le savent, puisqu'on a beaucoup d'experts en ligne. Voilà, donc il n'y a pas d'effet de rattrapage au 4e trimestre comme on aurait pu s'y attendre. On est sur une crise violente qui est structurelle. On est sur une crise qui est une crise de l'offre. Et ce qui me perturbe, j'y reviens, c'est qu'on voit beaucoup de secteurs économiques qui sont touchés par la baisse des investissements des entreprises, je pense à l'aéronautique, ou qui sont touchés par la baisse de la consommation des ménages qui préfèrent épargner, je pense à l'automobile. Mais en revanche, côté logement neuf, la faiblesse des taux, le caractère rassurant de la pierre auprès de nos clients, même s'ils sont toujours plus difficiles à trouver, montrent qu'ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'on a encore des clients. On a par contre organisé, monsieur le disait d'une autre manière, organisé une certaine forme de décroissance parce que on n'est pas suffisamment organisé dans notre outil de production pour y pallier, on peut y revenir, hein, c'est un sujet d'anticipation très fort. Ça peut être un sujet de volonté de la part de certains territoires de ne plus accueillir, et ça on pourra y revenir également. C'est aussi, à mon avis, un sujet de modèle. On a un modèle vieillissant auquel on s'accroche, dont on voit bien qu'il ne produit plus autant de logements dont on aurait besoin. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité collective à ça. La crise qu'on traverse, elle n'est pas uniquement immobilière, on le sait, elle n'est pas uniquement sanitaire. C'est une crise très profonde dans laquelle, à mon avis, il faut avoir en vue qu'il ne faut pas se faire noyer par le quotidien. Si on se fait déborder par le sujet du quotidien, qui est un sujet grave, qui est un sujet important, bien entendu, on perd la vista, on perd la vision. Et ce qui, à mon avis, aujourd'hui doit être le sujet majeur, c'est quel est le projet de société qu'on veut partager ensemble, quel logement, quelle ville pour demain, quelle est la vision que nous partageons, et donc comment est-ce que, tout en, évidemment, s'agissant du quotidien, on a des équipes qui travaillent, etc., mais comment les chefs d'entreprise que nous sommes et les responsables professionnels de fédération que nous sommes partagent avec les élus locaux, avec l'ensemble des acteurs de la filière, une vision de la ville de demain. Et je pense que c'est le moment, je pense que 2020 restera dans l'histoire, dans les livres d'histoire. Je pense que c'est une crise dont on parlera longtemps pour tout un tas de raisons. Et je crois que c'est vraiment, véritablement le moment de se poser la question de la vision stratégique dans ce pays et de le regarder, de la poser, cette vision, à travers les crises qu'on a tout à fait identifiées, qu'elles soient sociales, sociétales, démographiques. Enfin, on est des experts, on a tous les chiffres du monde, on le voit bien sur la FFB, la FPI, l'État, etc. Qu'est-ce qu'on en fait au service de quelle ville demain et au service de quel bien-être pour l'habitant? Merci beaucoup. Je te relance sur 2-3 sujets. Une précision déjà, tu parles clairement d'une crise de l'offre. Est-ce qu'elle a induit déjà, avant la crise sanitaire, on vient de dire, tu l'as dit comme Samuel, qu'on a des problèmes qui précédaient la crise sanitaire, elle les a renforcés sans doute, elle les a aggravés. Est-ce qu'on a un problème de prix? Tu disais, la demande est là, même si on a de plus en plus de mal à la trouver, c'est la phrase que tu as prononcée, je m'y attarde un peu, est-ce qu'il y a un problème de prix? Est-ce qu'on s'éloigne des capacités contributives des ménages, tout particulièrement évidemment en période de crise, mais même hors crise? Je disais ça parce que, évidemment, le Covid, il a touché notre secteur aussi. Quand tu n'as pas tes bureaux de vente ouverts pendant 4 mois, bien entendu que ça pèse sur le niveau des ventes, c'est évident. Mais on avait déjà des signaux d'alerte que j'avais d'ailleurs tirés avant, dès 2017-2018, où on sentait une certaine logique de décroissance qui nous inquiétait. Et bien entendu que cette baisse du pouvoir d'achat que va générer cette crise, qui va devenir une crise économique, si ce n'est pas déjà le cas, elle est maquillée aujourd'hui par quoi qu'il en coûte. Mais à un moment donné, tout ça va quand même se payer. Et donc, bien sûr, qu'on serait totalement irresponsable de ne pas imaginer que nos clients vont avoir, le moment venu, le pouvoir d'achat. Donc, il y a un sujet
de pouvoir d'achat des Français pour qu'ils puissent se payer ce logement-là. Et ce n'est pas forcément les réponses traditionnelles auxquelles on n'arrive pas à répondre depuis des années, que sont la baisse des prix de sortie en aval ou que ce soit la baisse des prix de foncier en amont. Mais moi, je pense que c'est plutôt la manière de repenser ce modèle qui permettra aux Français d'accéder au logement, un bien universel auquel on a tous droit, sans être sans arrêt en train de se dire, et je me mets à la place d'un élu qui va dire, mais finalement, je suis obligé de faire du logement social si je veux produire au bon prix. C'est quand même pas, ça ne doit pas devenir la solution par défaut. D'abord, on ne va pas mettre tout le poids de cette responsabilité sur les épaules du secteur HLM parce que je ne vois pas comment ils peuvent faire seuls, ça n'est pas une solution. Quelqu'un a évoqué, monsieur de la FFB, je crois, cette mixité depuis 20 ans qui porte ses fruits, qui fonctionne bon an, mal an, qui fonctionne moins quand les prix montent, mais qui globalement a montré que les deux secteurs avaient beaucoup de choses à se dire et étaient capables de produire ensemble. Donc, je pense que cette mixité, cette manière de bosser ensemble, il ne faut pas la remettre en cause. Il faut remettre en cause le modèle, son financement. Il faut remettre en cause le sujet de, comment dire, il faut trouver des équilibres différents entre ce coût de production qui est de plus en plus cher et ce coût d'approvisionnement et de fabrication du logement, je parle hors travaux, qui est lui aussi complètement anachronique. En d'autres termes, il faut poser le sujet une bonne fois pour toutes des process d'industrialisation, y compris quand on parle de bois, quand on parle de béton, bien sûr, mais il faut aussi prendre à bras le corps, ce que je vous annoncerai prochainement, parce que là j'ai travaillé avec la Fédération et d'autres y travaillent, le sujet de la digitalisation au service de gains de productivité beaucoup plus élevés, parce qu'il faut bien trouver des poches de valeur pour financer cette transition écologique et cette industrialisation qui n'est pas encore, on paye un peu les pots cassés au départ tant qu'on n'a pas industrialisé le bazar. Donc, il faut absolument, c'est quand je parle de modèle, c'est à ça que je fais référence. Et au milieu de tout ça, les élus locaux, donc, qui portent la responsabilité de devoir être bâtisseurs, parce que sinon, alors là, ils sont cloués au pilori, on est tous à tirer à boulet rouge dessus, alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec les élus? Je pense que les élus locaux, il faut déjà se poser la question de savoir s'ils ont les ressources nécessaires. J'ai pas vu de compensation de TFFB. J'ai pas vu. Il y a un certain nombre de ressources qui ont été coupées, qu'on n'a pas remplacées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt travailler à l'accompagnement des maires bâtisseurs et à la sanction de ceux qui veulent rien voir sur leur commune, parce qu'après tout, il y a un sujet de cohésion des territoires qui doit se mettre en place, et voilà, donc que ça ne tombe pas non plus toujours sur les mêmes, et que ceux qui ont envie de faire, on les y aide. Voilà. On va vers Philippe Pemezec. Une question qui m'est posée néanmoins, que j'allais te poser, cet effondrement, il touche davantage certains territoires. En un mot, il y a des vraies distinctions. Tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure. Il y a des distinctions entre les régions. Certaines sont plus malades que d'autres. J'ai envie de vous dire qu'il est en ce moment quand même plus compliqué de produire dans des territoires qui ont mis à leur tête des gens qui font de l'écologie, comment dire, un amalgame avec le logement et l'urbanisation. Et c'est là qu'on a besoin d'un débat très profond sur l'artificialisation des sols, qui est le texte qui est en ce moment même à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que évidemment, on est tous d'accord en tant qu'acteurs sur le devoir de maîtriser l'urbanisation, de frugalité, pour maîtriser les ressources naturelles aussi et les protéger. Mais personne ne se pose la question de savoir comment, d'abord, où les Français ont-ils envie de vivre? Ensuite, s'ils ne vivent pas dans les lieux qu'on n'artificialise plus, comment on fait pour les loger quand même dans des lieux, et comment on améliore notre productivité urbaine, si j'ose dire, dans les lieux qui sont déjà denses? Et puis moi, je pense qu'il ne faut pas non plus faire le bonheur des gens malgré eux en devenant trop dictateur. Je crois qu'il faut absolument se poser la question avant tout du bien-être, du lieu de vie et des transformations qu'on voit à l'œuvre actuellement, post-Covid, avec ces gens qui quittent quand même un certain nombre
de quotidien qu'ils avaient, qui remettent en cause, et on sait qu'ils vont vivre un peu différemment et que les semaines ne vont pas être organisées de la même manière, ce qui permet à certains territoires de pouvoir se réveiller, et à d'autres peut-être aussi de se dépolluer un petit peu de l'hyper de concentration. Alors voilà, on voit bien que les équilibres se remettent, mais à l'heure où on parle des villes moyennes depuis des mois, à l'heure où on comprend que le Covid change les cadences et le rythme pendulaire des personnes, etc., on traite d'un sujet en même temps à l'Assemblée sur la non-artificialisation nette, dont on a oublié le net, dont on ne comprend pas quel est l'objectif véritablement le projet de société qui s'y rattache. Alors, merci beaucoup, Philippe Pemzec. Tout ça coule bien, pour me faciliter le travail. Alexandra vient de parler de deux sujets qui nous font nous tourner naturellement vers un élu, à la fois parlementaire, tu es sénateur, et puis, je l'ai dit, maire, le Plessis-Robinson. Deux sujets, c'est ces territoires qui aujourd'hui sont beaucoup plus prisés des ménages, qui ne sont pas les cœurs de métropole, qui ne sont même pas les périphéries de métropole, mais des villes plus lointaines, des villes moyennes, où il y a une qualité de vie. Tu as beaucoup fait pour la qualité de vie du Plessis-Robinson. Et puis, on a parlé aussi de ces maires qui, pour certains, ne veulent pas construire, pour d'autres, je reprends les propos de la présidente de la FPI, sont des bâtisseurs et qu'il faut aider. Bon, clairement, je l'ai dit tout à l'heure, on a choisi en toi un maire bâtisseur, donc voilà, un reproche qu'on ne peut pas te faire. Et est-ce que pour autant, aujourd'hui, on construit autant qu'il le faudrait au Plessis-Robinson? Est-ce que tu te sens à l'aise avec l'acte de construire, pour lequel tu as toujours été volontaire? Qu'est-ce qu'il en est de ces dernières années? Comment tu vois les choses? On sait que tu as un franc-parler qu'on n'a jamais pris en défaut. Donc, laisse-toi aller. Voilà, c'est l'enjeu de ce débat. Je pense que merci d'abord pour ton invitation. Bonjour à toutes les personnes présentes. C'est vrai que je suis avant tout un maire et un maire bâtisseur, parce que si l'on veut que les gens soient heureux dans leur ville, il faut la transformer. La mienne avait besoin de nombreuses transformations. Nous les avons faites et nous allons continuer de construire parce que les maires, et en tout cas moi j'en fais partie, eh bien je crois qu'on est les acteurs principaux de l'acte de construire, et je voudrais rassurer les promoteurs et leur dire qu'ils sont bien sûr nos partenaires dans cette mission de transformation, d'embellissement de la ville pour le bien-être de nos habitants. Tu ne souhaites pas qu'on vous confisque ce rôle-là, en fait? Une petite parenthèse. J'allais y venir. Voilà. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est le sujet que nous avions d'ailleurs tous les deux il y a quelque temps. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire, on est empêché de construire. Et alors, on ne parle bien que de ce que l'on connaît bien, mais en Île-de-France, on nous a pondu des lois tellement stupides, la loi NOTRe, les autres, j'en passe et des meilleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on a dépecé le maire de ses prérogatives en matière d'urbanisme, puisqu'on les a transférées au territoire. Or, le mieux placé pour construire, c'est le maire. Donc, il faut revenir sur cette réorganisation administrative de l'Île-de-France, qui est complètement schizophrénique. On est passé de 3 strates à 5 strates. On a dépecé le maire de ses prérogatives en matière d'urbanisme. On lui a piqué la taxe d'habitation. Donc, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a appauvri les communes. Et donc, ça rend l'acte de construire très compliqué. Et puis surtout, ce sont l'avalanche de normes, de règles nouvelles qui ne cessent de pleuvoir sur nos têtes et auxquelles il faut qu'on s'adapte en permanence. Donc en réalité, pour moi, les deux ne sont pas les seuls, mais d'autres ont évoqué d'autres sujets. Moi, les deux sujets que je connais bien et qui nous ennuient en Île-de-France, c'est la réorganisation administrative en 5 strates, qui est un système totalement débile. Il faut donc simplifier, supprimer 1 à 2 strates, et il faut simplifier. Alors le problème, c'est que chaque fois qu'on parle de simplification dans ce pays, on complique un peu plus les choses et on crée une instabilité juridique parce qu'il faut aller au procès pour connaître la nouvelle jurisprudence. Donc c'est difficile de parler de simplification, et pourtant, c'est ce qu'il faudrait savoir faire. Et aujourd'hui, on a des autorités qui se sont érigées en véritables petits potentats
Je pense à la Haute Autorité environnementale, je pense à la police de l'eau, de temps en temps la DRIL, parfois la DRAC, parfois ceci, parfois cela. On est en train de crever sous le nombre des agences. Je crois qu'elles ont été recensées, il y en a plus de 1200 et ça coûte 80 milliards au pays. Voilà, donc, et puis quand on crée un territoire en dessus des communes, bah, évidemment, il faut un bâtiment, il faut des personnels, il faut des voitures, du gaz, de l'électricité, de l'eau, etc. Et donc tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc en fait, au lieu de générer des économies qui auraient pu être investies justement dans les normes que l'on nous impose aujourd'hui, on nous fait perdre un temps fou. Les procédures, moi j'ai 10 000 logements à construire, je pense que je serais mort avant de les voir arriver hors sol parce que c'est de plus en plus complexe. Les enquêtes, les études d'impact sont de plus en plus compliquées, de plus en plus longues, et on perd 1 ou 2 ans sur toutes les opérations aujourd'hui de construction. Je crois qu'il y a quelques années, on mettait 4 ans et demi, maintenant on met 5 à 6 ans à sortir une opération, et encore. Donc, s'il y a une mobilisation organisée, c'est pour la décentralisation, et c'est contre cette pluie incessante de normes qui nous tombent sur la tête et qui chaque jour nous obligent à nous adapter. Si on doit mobiliser le monde de l'immobilier, c'est aussi sur ces sujets, sur la décentralisation nécessaire pour que le maire soit opérationnel. Alors bien sûr, il y a des maires qui ne veulent pas construire, je pense à certains maires verts, où on ne construira plus, bien sûr, mais je pense surtout à toutes ces règles stupides, à toutes ces autorités qui n'ont aucune légitimité, mais qui planent en dessus de nos têtes, qui nous imposent des règles qui sont étouffantes. Voilà. Donc, moi, c'était surtout ce que je voulais aborder avec toi, c'était avec vous, c'est ces règles, cette complexité administrative, réglementaire, ces normes incessantes qui vraiment nous bloquent. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir le préfet pour lui dire, écoutez, monsieur le préfet, je ne peux plus bouger. Je suis comme un petit bonhomme Michelin, quelqu'un qui tourne autour de moi avec un scotch, et plus le temps passe, et moins je peux évoluer, bouger, faire preuve d'agilité. Or, justement, les mairies qui sont sur le terrain et qui ont cette capacité à s'adapter et à être efficaces, faire preuve de légèreté, d'agilité dans l'action, eh bien aujourd'hui, elles sont paralysées par toutes ces normes. Et ça, c'est un vrai souci. Et s'il doit y avoir une mobilisation, si du lobbying doit être fait auprès de l'État, c'est sur ces sujets-là. Alors, malheureusement, j'ai appris que dans la loi 4D, dont on n'attend pas grand-chose, il faudrait peut-être arrêter de légiférer et peut-être se mettre simplement à toiletter la législation. Il n'y aura pas grand-chose en termes de décentralisation, malheureusement. Parce que c'est ça la vraie solution. C'est vraiment laisser aux maires les moyens d'agir. Alors évidemment, aujourd'hui, on a peur de construire parce que si une autorité environnementale émet un avis, les oppositions locales s'appuieront sur ces avis pour nourrir des contentieux, ce qui n'arrangera pas les choses et qui fera encore durer un peu plus ces opérations. Donc vraiment, si vous devez ensemble chercher à mener des actions, c'est celles-là qui doivent être menées. Soutenir les maires, parce que les maires ne sont pas contre la construction. Évidemment, à la veille des élections, il y a un petit ralenti. Et là, avec le Covid, le ralenti a duré un petit peu plus longtemps. Donc, ça a sans doute eu un impact. La crise elle-même a eu un impact. Mais je crois qu'il y a toujours une volonté, puis il y a une nécessité, surtout de produire des logements, de transformer, d'embellir nos villes. Donc, on n'échappera pas à cet acte, à cette nécessité de construire. Mais vraiment… Alors justement, je te relance sur 2-3 sujets. Tu n'es pas un maire vert, même si tu as la préoccupation, on le sait, tu as même reçu des prix pour ça. Tu es un maire très écolo. En tout cas, on va dire que ce n'est pas ta couleur politique, mais tu as cette sensibilité, on le sait aussi. Ceux qui ont cette couleur politique, est-ce que tu ne crois pas, Alexandra avait une phrase aussi sur le sujet tout à l'heure, qu'à un moment donné, elle dit, un maire qui ne construit pas, il est cloué au pilori. Oui, parce que les besoins sont là, la population a des besoins. Aussi dans les villes qui se sont choisies un maire vert, aussi à Bordeaux, ou aussi à Lyon, ou dans des villes moyennes, ou à Tours. Est-ce que ces maires, ce sont tes collègues, est-ce qu'ils ne vont pas se détendre par rapport à ça à un moment donné? Mais écoute, évidemment, le maire, dans un premier temps, affiche un programme, des intentions, des ambitions, et puis demain vont venir frapper à sa porte les enfants de
de son électorat Absolument. ont besoin de se loger et qui vont dire au maire, bah oui, effectivement, j'aimerais bien qu'on ne construise pas à côté de chez moi, mais néanmoins, il faut des logements. Comment je fais pour loger mes enfants? Donc, le maire va bien sûr devoir adapter son discours et se remettre sans doute à construire, parce que le pragmatisme finira, je l'espère, par l'emporter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des grandes villes comme Strasbourg, Bordeaux, Grenoble était déjà, mais sont devenus écolos, entre guillemets, et du coup ne veulent plus construire. Mais ceux qui veulent construire, eux, dans le même temps, on les empêche de construire. Donc, il y a un vrai souci. L'État affiche des ambitions. J'ai entendu l'autre jour le président de la République qui disait qu'il faut construire, je ne sais plus combien, 25 000 logements sociaux, mais on a asséché les offices financièrement. On a tué l'APL. Bon, alors la ministre disait 250 000 logements au cours des 2 exercices à venir. Et on arrive péniblement, ça a été dit par Samuel tout à l'heure, à 90 000 sur une exercice. Je voudrais avec un exemple, imager mon propos. J'ai sur une opération dans laquelle il y a un tiers de logements sociaux, ce qui nous permet de reconstituer une offre dans un programme signé avec l'État, la ville et l'Office. J'ai un permis, purgé des recours, un tiers donc de logements sociaux dans ce programme. Eh bien, l'agence de l'eau me dit non, vous n'allez pas construire. La police de l'eau. Alors, je ne connaissais pas ces zigotos-là il y a quelque temps. Mais voilà, j'ai découvert cette nouvelle autorité qui vient tout d'un coup freiner l'acte de construire. Et puis, on ne peut rien leur dire parce qu'ils sont appuyés, ils ont derrière eux le procureur, donc ils vous envoient au pénal, ils vous collent des amendes et puis on peut même se retrouver en prison. Il ne faut pas grand-chose aujourd'hui pour qu'un élu se retrouve en prison. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a une vraie nécessité de simplification, de clarification pour sortir de cette instabilité réglementaire. Ça me paraît être la première chose. J'ai entendu beaucoup d'arguments, mais pour moi qui suis un maire bâtisseur, vraiment aujourd'hui, d'ailleurs quand on s'est parlé, c'était presque un appel au secours que je lançais, parce qu'il faut sensibiliser bien sûr la profession, mais elle l'est déjà, évidemment, mais il faut sensibiliser nos autorités et c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Moi aussi, je suis un maire écolo. On fait des tas de tous les quartiers qu'on réalise. On fait des bâtiments qui sont bien sûr dans le développement durable. On respecte les La normes. cité jardin a marqué les esprits des Franciliens. On n'a pas le choix de toute façon. Mais et puis l'écologie n'appartient pas aux écolos, elle appartient à tout le monde. Et donc dans notre ville depuis longtemps, on fait de l'écologie, même si ce n'est pas mon étiquette politique. On n'est pas des ayatollahs tout simplement. Et moi, je pense que c'est très écologique de reconstruire la ville sur la ville. On le fait d'ailleurs, on construit la ville sur la ville, on densifie et on déimperméabilise un certain nombre de zones. Et malgré ça, on nous emmerde avec des enquêtes publiques qui durent 1 an, parce qu'il faut savoir si l'escargot vert à pattes jaunes, comment il se comporte pendant l'été, pendant le printemps, pendant l'automne et pendant l'hiver. Donc ça fait quand même 1 an, plus le temps que les mecs ils rédigent leur discours, leur rapport. Voilà, ils nous l'envoient, puis après on va se taper les recours sur le rapport. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, quoi, ça devient totalement schizophrénique. Donc c'est pas qu'on ne veut pas construire, c'est qu'on ne peut plus construire. Voilà. Dernière chose, je reviendrai vers toi ensuite. La taxe d'habitation, elle vous a privé, si je ne me trompe pas, en moyenne de 34% de vos ressources. Est-ce qu'elle est compensée? Parce qu'on a entendu pendant, pour ainsi dire, 2 ans, des équations s'équilibrer avec des propositions d'experts. Aujourd'hui, est-ce que tu peux considérer que tu vas récupérer par des transferts venant du département, venant de l'État, je ne sais, ce qui t'a été enlevé avec la taxe d'habitation? Alors aujourd'hui, elle est compensée, mais on peut se demander combien de temps ça va durer. Et on nous a supprimé la taxe professionnelle, on nous l'a restituée, mais en quantité moins importante. La taxe d'habitation, bon, pour l'instant, je pense que jusqu'au présidentiel, on n'y touchera pas, mais après l'administration, j'imagine, je jetterai un œil de ce côté-là. Non, notre problème, c'est notre technostructure. Voilà, le vrai problème de la France, c'est qu'on est dirigé par une haute administration qui nous pond des textes tous les jours et qui nous étouffe un peu plus tous les jours, qui a bradé les valeurs essentielles de ce pays à son profit. Et les élus se sont laissés faire, malheureusement, à une époque. Il est temps que les élus récupèrent le
pouvoirs, leurs prérogatives, parce que les élus, ce sont des gens d'action qui se battent au quotidien au service de leur population. Donc, ils ne sont pas là pour faire du papier et nous noyer sous le papier. Donc, il faut qu'on élimine, enfin, plutôt qu'on freine et qu'on réduise le nombre de cette administration. Est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait plus de la disparition du député maire et voire du sénateur maire? Alors, tu restes un exemple d'un homme qui porte les deux mandats, mais pour les raisons de non-cumul, le sénateur maire, le député maire… Pas officiellement, oui. Alors, pas officiellement aujourd'hui, en plus, tout à fait. Et bon, beaucoup sont restés très proches, on va dire, de leurs exécutifs, leurs anciens exécutifs, mais c'est une espèce, en voie de disparition. Est-ce que c'est dommage parce qu'il se perd une sensibilité particulière? C'est une connerie supplémentaire. On a privé l'élu national de son socle local. Et évidemment, un élu national, lorsqu'il n'est plus élu local, il perd pied avec les réalités. Et donc, il finit par pondre des textes encore un peu plus stupides que ceux qu'on pondait avant. Donc, il faut raccrocher. C'est une loi démagogique, comme beaucoup d'autres, pour faire plaisir aux gogos. Voilà, bon, en réalité, un maire, d'ailleurs, pour être député, ce serait une règle supplémentaire. Donc on ne va pas voter un texte pour ça, mais il faudrait que le député soit maire. Et il faudrait que le sénateur soit maire. Mais les sénateurs sont davantage les représentants des collectivités locales, donc ils connaissent bien et ils connaissent toujours bien leur sujet. On vote moins de conneries au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on est plus proche encore des réalités. Non mais, dont acte. Voilà, dont acte. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Je vais revenir vers toi, mais je ne veux pas priver. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. Nos deux invités promoteurs. Philippe Jarlot. Alors, on vient d'entendre un élu de l'Île-de-France, du Grand Paris aussi, nécessairement, en la personne de Philippe Pemezec. Quel focus on peut faire aujourd'hui sur la situation particulière? Philippe, vous représentez les promoteurs du Grand Paris, donc c'est votre territoire avec vos confrères. Vous allez peut-être d'ailleurs, si vous voulez bien, confraternellement énumérer les enseignes que vous représentez à vous seuls, au-delà d'MDH, votre entreprise. Quel diagnostic, quels chiffres? Et puis on va entrer dans les solutions. On l'a déjà fait avec chacun d'entre vous, mais on va consacrer le temps qui nous reste vraiment à des solutions concrètes, chacun de son balcon. Avec Philippe, on a entendu évidemment un propos qui concernait très largement les maires, le pouvoir des maires, la liberté des maires. On va parler avec les professionnels maintenant que vous êtes, Philippe, et ensuite Norbert. Merci Henri. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Je salue tous les auditeurs. Alors bon, un petit mot sur les promoteurs du Grand Paris. Oui, c'est un réseau de 6 promoteurs, on va dire à taille humaine, très présents sur l'Île-de-France. Donc ils représentent en effet à eux 6 à peu près 5% du marché, puisqu'ils font 1500 logements par an. Il y a Bécarré Immobilier, il y a Brickville, il y a Paris-Ouest Promotion, il y a Cibex, il y a Pierre Étoile et votre serviteur MDH Promotion. Bien. Ce qui me plaît dans votre question, c'est quelle solution? Ce qui est très difficile, évidemment, c'est d'y répondre. J'approuve tout. C'est pour ça qu'on a pris les meilleurs ce soir, pour avoir quand même, malgré la difficulté, quelques éléments. J'ai beaucoup apprécié, évidemment, l'intervention de Samuel Minot et d'Alexandra, qui connaît parfaitement et bien mieux que moi le métier de promoteur, parce qu'elle est sur la France entière, alors que nous ne sommes que sur l'Île-de-France. Et peut-être il n'y a pas les mêmes problèmes, je crois, en province, dans les villes de province qu'en Île-de-France. Alors la baisse de l'offre, oui, mais alors on a fait en fait que des constats. Là, vous parlez de solutions, on a fait vraiment des constats. Le problème, c'est que soit en tant que chef d'entreprise, par rapport aux constats qui ont été énumérés, vous devez faire attention à votre entreprise. Et nous, notre solution, ça a toujours été de surfer sur la vague. C'est-à-dire, si l'État nous donne plus d'avantages fiscaux pour les investisseurs, et évidemment, on sait qu'on va vendre plus de logements aux investisseurs. Si le PTZ est redéveloppé, il l'est déjà en Île-de-France, bien sûr plus qu'en B et en C, eh bien, on va essayer de s'axer sur la primo-accession. Même si nous, MDH, on est particulièrement
orienté sur la primo-accession, puisque sur les 500 logements qu'on fait par an, on en vend au moins 300 à des primo-accédants ou des seconds accédants qui achètent pour habiter. Voilà, c'est un peu notre particularité par rapport à peut-être des moyennes où les investisseurs sont plus à peu près et représentent souvent 50% des acheteurs. Oui. Voilà. Alors, les solutions, surfer sur la vague, c'est facile, ou réagir. Voilà, ou réagir. Et là, je prends un peu la casquette tout simplement de francilien qui dit quelle politique de l'habitat pour l'Île-de-France. Et aujourd'hui, la politique de l'habitat, elle est extrêmement délicate. Elle est extrêmement délicate parce qu'il y a un manque d'offres. Et aujourd'hui, moins 25. Alors, la baisse des ventes, moi, je l'ai pas ressentie, mais elle l'a été sur les chiffres, moins 25%. 2020, c'est normal qu'il y ait eu moins 10%, qu'il y ait eu moins 25%. Le problème, c'est 2021. Aujourd'hui, on vend plutôt bien, mais on ne va plus avoir d'offres dans un an, d'autant plus, comme disait Alexandra, beaucoup de promoteurs ont vendu en bloc aux institutionnels qui ont soutenu la profession. Donc, je fais une parenthèse d'ailleurs, Philippe. J'aurais pu aussi relancer Alexandra sur le sujet, mais est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est simplement une parade de circonstances? Les institutionnels ont été au rendez-vous de l'histoire. Ils sont sortis du bois dès les premiers mois. Ils ont dit mais nous on est là et on ne va pas laisser tomber les promoteurs et le bâtiment. Mais est-ce qu'il est souhaitable qu'une part plus importante de votre production, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, partent dans les mains des institutionnels, ou est-ce que le retail doit rester le fond de votre activité? On va reprendre. Quelle vision demain? Quelle vision pour la ville de demain? Quelle organisation du travail demain? Moi, j'étais personnellement assez contre, en tant que politique d'habitat, que les institutionnels viennent acheter autant de logements, parce que ça a créé une pénurie de l'offre, et pénurie de l'offre implique augmentation des coûts implique augmentation du foncier, et demain, le pouvoir d'achat ne suit pas, et donc on a des gens, on a en fait de moins en moins de gens qui peuvent acheter sur le pouvoir d'achat, et ils continuent quand même à acheter, parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent acheter du logement que de mettre en bourse, mais dans 1 ou 2 ans, ils risquent d'avoir des gros problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande, parce que la demande ne suivra peut-être plus. Et puis, il faut quand même arrêter d'augmenter les prix de 5 à 10% tous les ans. Est-ce que vous considérez, sur le territoire aussi tendu que celui de l'Île-de-France et même du Grand Paris, qu'il y a quelque chose à faire? On parle de mesures d'urgence, hein, c'était dans notre cahier des charges. Alors, qu'est-ce que c'est l'urgence? À vous d'en juger. Mais dans l'année qui vient, avec peut-être des textes, des décisions publiques, on peut faire quelque chose sur le foncier. Sur le foncier, la question foncière, elle est cruciale sur votre territoire. Alors, la question foncière, elle est cruciale. Aujourd'hui, il y a 2 solutions qui ne sont pas forcément d'ailleurs les meilleures. Il y a une solution où l'EPFIF intervient pour essayer de créer du foncier qui n'augmente pas, anti-spéculatif. Et ça permet derrière, en effet, d'organiser des quartiers et de relancer de la construction. Parce qu'avec les FIF, logiquement, c'est assuré derrière de développer des projets. Et deuxièmement, une des solutions, je crois qu'on va avoir quand même entre 2020 et 2024, c'est quand même, il y a des grands projets qui vont sortir. Il y a des grands projets qui vont sortir qui va quand même alimenter l'offre. Le gros souci qu'on a aujourd'hui, nous, promoteurs d'Île-de-France, c'est qu'un maire sur 2, et M. Bemzek, évidemment, n'en fait pas partie, mais un maire sur 2 refuse qu'on vienne construire chez eux. C'est ça le sujet aujourd'hui en Île-de-France. Peut-être ailleurs aussi, d'ailleurs. Et quand Alexandra disait moins 24% de permis autorisés, c'est énorme, évidemment. Clair. Est-ce que d'ailleurs, il y a un sujet, on l'a effleuré tout à l'heure, d'équation entre logement privé et logement HLM dans votre production? C'est la loi SRU, je ne l'ai pas traité avec Philippe Bemzek qui fait partie des carencés, comme on dit, mais vous, dans votre équation, on n'en parle plus de ça. On en a parlé au début, alors c'est vrai que la loi s'impose, mais est-ce que le logement social qu'il faut produire vient peser sur le coût et sur les prix de sortie du logement privé? Je raccroche ça à ce que vous venez de dire et à la déconnexion par rapport au pouvoir d'achat. Alors, j'ai toujours considéré que non.
Ça a étonné plus d'un promoteur. Moi, pour ma part, j'ai toujours considéré que non, parce que quand on sait qu'on fait du social, eh ben, on achète le terrain moins cher. Parce que le social, en effet, paye avec les coûts de construction qui aujourd'hui frisent les 2 000 € moyens hors taxe du mètre carré. Quand vous avez un bailleur social qui vous achète 2 800, 2 900, voire 3 000 hors taxe, Oui. eh ben, ça veut dire que le foncier est quasi nul. Mais ça, vous le savez dès le départ. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait 30% de logements sociaux et qu'on achète le terrain avec les 70% de logements libres. Le Grand Paris a pris du retard. Si vous étiez un promoteur bordelais, je parlerai du même espace pour Bordeaux, même chose à Lyon. C'était un espoir de multiplier aussi les sites de construction, les fameux clusters, pas au sens sanitaire à l'époque, les fameux 68 clusters. Vous avez aussi parlé de l'autre grand chantier, c'est les JO. Qu'est-ce qu'on peut miser sur ces deux perspectives qui ont pris du retard, autant l'une que l'autre? Alors, on a énormément misé. Beaucoup de promoteurs ont développé dans des communes où les gares allaient se construire. Je pense à des communes, entre autres, du 93, comme le Blanc-Ménil, par exemple, où il y a eu énormément de… D'ailleurs, M. Pemzec le sait bien, puisque c'est Gérard Le Suisse qui a développé le Blanc-Ménil avec le nouveau maire Thierry Mégnien, et qui avait travaillé beaucoup au Plessis-Robinson. Mais donc, ça a développé. Donc, il va y avoir énormément de programmes, beaucoup de ventes investisseurs. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à la politique de l'habitat des maires. Et alors, il y a quand même quelque chose qui est arrivé entre-temps, c'est le Covid. Et on peut s'amuser à se demander si on n'a pas raté quelque chose, si on avait su qu'il y avait le Covid, est-ce qu'on aurait vraiment fait le Grand Paris ou est-ce qu'on aurait plutôt développé des villes de province et des villes moyennes? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé là? Très intéressant. Très intéressant. On reparlera d'aménagement du territoire. Je reviendrai vers vous, Philippe, mais en leur passant de sa patience. Il y a toujours un dernier dans une série d'interventions. Norbert, Alexandra, pour autant, Norbert va me le permettre, à demander la parole. Je lui donne la parole 1 minute et ensuite Norbert Fanchot. Non, il n'y a pas d'urgence absolue. Je laisse bien volontiers la parole à Norbert. On a tous beaucoup parlé. Je la reprendrai après. Merci, Henri, de ton élégance. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Norbert, alors, Norbert, on en est clairement aux propositions. Construire en région n'est pas construire en zone aussi tendue que l'Île-de-France ou le Grand Paris. Ton confrère s'est exprimé sur le sujet. Ton regard sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. On a parlé du soutien de la demande, hein, qui a été… parce que ton confrère a appelé la vague, hein, on a surfé sur la vague. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut agir sur la demande pour tirer l'offre? C'est bien une crise de l'offre dont on pâtit. Elle a été analysée par vous tous dans ces termes-là. Voilà, tes propositions de remède, et si tu veux ajouter aussi au constat et au diagnostic, ne t'en prive pas. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, avant d'aller à des propositions de solutions, oula, tout tombe. C'est en général fait exprès. Pourtant, quand tu construis, c'est solide, mais voilà. Voilà, exactement. Bien, alors, on va débrouiller comme ça. Sur le constat, je remercie M. Minot d'avoir fait la panagérie des attaques dont avait fait part dont le gouvernement avait fait depuis le début du quinquennat. Il en a oublié une qui coûte 1,3 milliard au secteur HLM, c'est la RLS, la réduction de loyer. On a parlé d'APL, mais c'est bien de mettre aussi les zéros en face. Et je reviens aussi sur le sujet qui pour moi est fondamental et qui découle de solutions derrière. C'est la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est 18 milliards. Alors, tu parlais de 34% des ressources, mais là encore, si on met un chiffre, c'est 18 milliards. L'aide au logement dans le plan de relance, c'est 600 millions. Donc, on voit le petit décalage. Alors, le sénateur Pemzec nous disait que pour le moment, c'était compensé et ça allait bien. Moi, je considère quand même que c'est une rupture entre l'État et les élus locaux.
on ne parle pas de logement dans les élections présidentielles. Jamais, ou très peu. Ou il faut remonter peut-être à Sarkozy en 2007. Par contre, dans les élections municipales, on ne parle que de ça. Le logement est mal vécu par la population et c'est là où les Français sont très ambigus, voire contradictoires. Ils adorent acheter du logement et on en est tous, on le partage autour de la table et autour des écrans. Par contre, construire à côté de chez eux, ils n'aiment pas. Et la taxe d'habitation avait un effet de dialogue entre l'élu local et sa population. Plus de logements, plus de taxes, plus de services, plus de proximité, plus d'infrastructures, plus d'aide sociale. Et donc, on a cassé un lien entre ce qui est considéré comme négatif, la production de logements par la population locale, et ce qui est considéré comme positif, et c'est pourquoi se battent les maires au quotidien, l'aménagement de leur vie. J'ouvre une parenthèse que je refermerai tout à l'heure, c'est de dire que le logement aujourd'hui est vécu comme une nuisance. N'oublions pas qu'il y a 40 ou 50 ans, c'était vécu comme un progrès. Et que quand on construisait, on faisait progresser les gens. Et aujourd'hui, on le vit plutôt comme une nuisance. Et effectivement, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qui se passe? Les maires bâtisseurs sont plutôt des maires battus. C'est ce qu'on constate notamment sur la dernière élection municipale, mais c'était aussi vrai il y a 6 ans. Globalement, et ça se vérifie dans les métropoles, et les métropoles, c'est 90% de la production des logements neufs. Et ça veut dire quoi? Alexandra parlait qu'on avait perdu 520 000 autorisations de construire. Si on le dit différemment, c'est 250 000 réservations sur les 2 dernières années, et en termes de mise en vente, c'est 200 000 logements. Donc, on a perdu sur les 2 dernières années 50 000 logements en termes de capacité d'offre. Si on veut recréer de l'offre, et c'est le sens de ta question, je vais reprendre aussi les pistes d'Alexandra qui sont, il y a la piste sociétale, reconvaincre que le logement, c'est une valeur de progrès. Ça va être long, il faut qu'on soit tous unis là-dessus, mais ça va être long. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le IMBY, et on voit que c'est embryonnaire, mais il faut le mener. Par contre, il y a une urgence, et c'est pour reprendre ce que tu disais, il y a une urgence économique. L'urgence économique, c'est que notre pays est rentré en dépression, en décroissance. On sait que les industries traditionnelles, le service, l'aéronautique, les chantiers navals vont reprendre, mais vont mettre 3-4 ans. Et c'est ce qui portait notre économie. Et s'il y a une industrie locale, je ne pense pas que M. Minot me contredise, s'il y a une industrie locale faite par des gens locaux, on donne la parole d'ailleurs juste après toi, parce qu'il doit nous quitter à 18h20, mais il reprendra la parole, Samuel. Avec des produits locaux qui représentent 8% du PIB, c'est le bâtiment. Et donc, si on veut relancer l'économie rapidement, payer ce qu'on disait sur le quoi qu'il en coûte le plus vite possible, accélérons la production de logements. On a les terrains, les promoteurs, les professionnels, l'argent. L'argent est abondant, les investisseurs sont là, même si je suis plus pour une société d'accession qu'une société de locatif. Et ça, c'est un sujet encore de société, mais c'est trop long à porter aujourd'hui. On a tout pour nous sauver économiquement sur les prochaines années, à condition, et c'est une responsabilité collective, et quand je dis collective, c'est surtout les Français et les électeurs des maires, de se dire, bon, eh ben, le logement, c'est ce qui va porter le quoi qu'il en coûte, ce qui nous a sauvés, ce qui nous a permis d'avoir 85% de nos salaires quand on était au chômage partiel, de pouvoir faire des tests gratuits quand on va à la pharmacie, de pouvoir être soigné en réanimation, en fait, tout ce que l'on voit au quotidien. Bien sûr. Je crois que notre responsabilité, elle est là, et la responsabilité des élus locaux, c'est de la partager avec leurs électeurs. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers Samuel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. À 18h20, impérativement, il nous quitte. Ça lui laisse quelques minutes pour dire deux, trois choses, s'il le veut bien. D'abord, sur la question de l'efficacité politique. La FFB est un puissant syndicat. Voilà, je crois que même les autres, la FPI, les autres reconnaissent qu'il y a un poids politique historique de la Fédération du bâtiment parce que les entreprises
créer de la richesse directement. Aujourd'hui, comment on se fait entendre? On a parlé de la difficulté face à cet État, avec des messages inverses, la rente, le regard du président de la République. Comment on se fait entendre quand la Fédération du bâtiment et puis 2-3 mesures concrètes aussi. Vous êtes aussi avec le pôle habitat de la FFB directement prise avec la production, comme l'est Alexandra. Quelques mesures, j'ai pas entendu qu'on parlait de fiscalité, de TVA, en tout cas pas précisément. Des mesures qui pourraient être rapidement prises et être rapidement efficaces, comme le suggérait Norbert à l'instant. Samuel. Oui, alors, puissant syndicat, on représente 1 200 000 salariés et à ce titre, on investit lourdement dans l'apprentissage, dans les compétences, etc. Et c'est normal que l'investissement des entreprises que mettent dans l'emploi soit pérenne et qu'on puisse donner un petit peu de perspective et de profondeur à nos métiers. Alors, c'est le réseau, je crois, c'est le réseau national qui a une granulométrie, pas nationale, mais territoriale très forte, locale, qui permet de travailler avec les élus. Il y a une action publique majeure. On dépend, mais ça, il faut en être extrêmement conscient et le clarifier, on est extrêmement dépendant de l'action publique. C'est-à-dire que si le logement ou la construction de manière générale n'est pas mis par les politiques comme une cause nationale ou un risque social majeur de rupture dans notre économie, on ne fera rien. Donc, j'ai aimé les propos de Philippe Henzek tout à l'heure. On a des blocages techniques, administratifs, mais qui sont absolument majeurs. Donc, si on ne veut pas fluidifier la production de logements, si on veut bloquer, et un maire, quand il veut pas construire, il a tout l'arsenal administratif pour pouvoir bloquer une construction. C'est absolument majeur. Et en tout cas, celui qui signe un permis de construire, celui qui est souverain pour signer un permis de construire, c'est le maire. Donc, ils ne sont pas tous à convaincre. On en a un autour de la table qui n'est pas à convaincre sur la construction, mais beaucoup le sont. Donc, c'est un vrai problème de fond politique. Alors, on parlait de solutions. Il y a 2 choses pour ce marché du logement. Il y a, bien entendu, développer l'offre et le deuxième, c'est soutenir la demande. Pour développer l'offre, il y a beaucoup de solutions. Je crois que l'autre personne autour de la table pourront compléter. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une confiance entre l'État et les collectivités locales. On a évoqué cette confiance perdue avec la fin de la taxe d'habitation, la levée des blocages locaux qu'il faut qu'on arrive à accélérer, et puis bien entendu l'instruction des permis de construire. On en avait déjà parlé, mais je crois qu'on va renouveler la demande, c'est de dire à partir du moment où on est dans un périmètre d'un permis d'aménager, ou en zone d'aménagement concertée, on demande, nous, qu'on puisse instruire un permis de construire sur un permis déclaratif. Ça, on en a, écoutez, instruire un permis de construire, c'est un chemin de croix. On ne cesse de mettre des millefeuilles administratives avec des chartes locales, des chartes de métropole, des chartes citoyennes, avec des règlements de zone, des règlements de PLU, qui sont les uns comme les autres, pas plus impératifs à soutenir que le global à respecter. Donc, je pense qu'il faut simplifier et dire à partir du moment où on a mis des règles, on respecte les règles et les opérateurs travaillent sur ces règles. Donc, d'abord, on peut instaurer ce permis déclaratif. Et enfin, une deuxième mesure qui est un petit peu née, en tout cas accélérer, la demande s'est accélérée pendant cette période de confinement, c'est la digitalisation des permis de construire. C'est absolument aberrant, ce système de permis de construire. On sait bien qu'aujourd'hui, nous digitalisons tous les documents de permis de construire avec le BIM, avec les architectes, les bureaux de contrôle. Et quand on pose un permis de construire dans les administrations, dans les services instructeurs, il faut rematérialiser avec des dossiers papier pour instruire les dossiers. Mais c'est absolument ubuesque, donc il faut impérativement digitaliser de manière très rapide les permis de construire. Donc voilà pour l'offre. On a parlé un petit peu de l'offre du logement social. La question foncière, elle est prégnante, en tout cas, sur le logement social. Comment on peut construire du logement social avec une telle pression foncière aujourd'hui? C'est un vrai sujet. Concernant je poursuis sur soutenir la demande. Là aussi, il y a des propositions qui ont été très clairement faites sur le soutien de la demande. On a évoqué l'instauration d'un titre transitoire d'une réduction d'impôt sur les annuités d'emprunt. On se souvient un petit peu de cette mesure qui est assez simple à comprendre et à mettre en œuvre. Elle a existé, en effet. Qui a fait ses preuves lors de la relance d'après subprime. Alors, à l'époque, il s'agissait
d'un crédit d'impôt sur les seuls intérêts d'emprunt parce que les taux d'emprunt étaient supérieurs. Donc, la mesure pouvait s'appliquer uniquement sur ces taux d'intérêt d'emprunt. Mais en tout cas, on pourrait booster la demande parce que le but, il est là. La demande, il va falloir la booster. C'est Claude Guéant, pour faire sourire, évoquer un passé 2007, on l'a dit, en effet. C'est Claude Guéant, dit-on, qui en a soufflé la solution au président de la République, qui était Nicolas Sarkozy. Voilà, je ferme la parenthèse historique. Exactement. Et qui avait montré une certaine efficacité. Donc, je pense qu'il faut… Voilà, je pense qu'il faut continuer de soutenir les primo-accédants, en tout cas pour l'accès à la propriété, d'autant que arrive la RE 2020. Alexandra François-Cuxac l'a évoqué tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à maîtriser les surcoûts de construction avec la seule industrialisation, mais donc il faut impérativement que rapidement on annonce des mesures d'accompagnement sur le déploiement de la RE 2020 parce que les programmes 2022 se montent dès aujourd'hui et qu'il faut qu'on puisse les accompagner. Alors, bien entendu, le risque, il est là. Il faut insérer impérativement le logement dans le paysage politico-économique. Il faut qu'on inclue ce logement neuf dans des dispositifs stables. Il faut qu'on fasse, notamment pour l'investissement locatif, qui est un facteur très puissant de financement et d'accélération de la construction neuve. On l'a dit tout à l'heure, elle finance le logement social, elle permet la liquidité, elle permet d'investir et de mobiliser l'épargne que les Français ont accumulé pendant ces différents mois. Il faut qu'on passe d'un système de crédit d'impôt dérogatoire, vous savez, ces lois successives dérogatoires qui sont accusées de niche fiscale et que chaque ministre a plaisir de baptiser à son propre nom au gré des gouvernements. Je crois qu'il faut qu'on arrête ces lois dérogatoires. Il faut qu'on fasse inclure l'investissement locatif privé dans le droit commun et enfin qu'on puisse rentrer dans une mécanique d'amortissement général et durable. Voilà, c'est une somme de dispositifs, c'est de la politique locale, c'est de la politique gouvernementale, la situation dans laquelle on se trouve. Ce sont les politiques publiques qui en sont à l'origine, donc c'est à elles qu'on demande de nous sortir avec des mécanismes assez puissants, boosters, et qui permettent d'inclure le logement neuf de manière pérenne dans notre paysage économique. Très clair, merci Président. Je vous laisse aller, nous vous laissons aller dans votre avion, si je ne me trompe pas. Ça ne se manque pas, voilà, d'autant qu'il y en a plutôt moins qu'il y en avait avant, pour diverses raisons. Merci beaucoup. Philippe Pemezec a demandé la parole, je ne la lui avais pas donnée tout à l'heure parce que je tenais à ce que Samuel Minot, voilà, qu'on profite de lui pour les dernières minutes. Philippe. Oui. Moi, je vais à 6h30, j'ai une autre visioconférence, donc je vais devoir vous quitter également. Mais moi, je voulais dire deux choses. D'abord, c'est vrai que ce n'est pas facile de construire, mais je pense qu'il y a quand même, lorsque la concertation est bien menée en amont d'une opération, là, on vient de faire encore l'expérience, j'ai dû faire 6 ou 7 réunions sur place avec le promoteur et les riverains, mais lorsqu'on sait écouter les riverains, lorsque le produit qu'on va sortir est un joli produit qui prend en compte les demandes du voisinage, on arrive à sortir nos opérations. Est-ce qu'on peut éviter les recours? Est-ce qu'on peut éviter Je pose cette question. Ensuite, Alexandra s'exprimera. Oui. Je la relancerai là-dessus parce qu'elle en parle souvent. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à se prémunir contre des recours? Oui, on a réussi dans cette opération à laquelle je pense à éviter les recours. Mais on a fait, moi j'ai dû participer à 5 ou 6 réunions sur place avec le promoteur. Parce que pour moi, le promoteur est un partenaire, ce n'est pas un étranger qui passe dans la ville. On choisit des promoteurs qui ont l'habitude de travailler chez nous, qui sont respectueux de ce qu'ils font, qui sont respectueux du voisinage et qui font des jolies choses. Le deuxième sujet sur lequel je voulais intervenir, c'est la qualité de ce que l'on fait. Moi, je comprends qu'à Bordeaux, par exemple, qui est la plus belle ville du 18e, qui est une ville magnifique, quand je vois toutes les merdes qu'on a construites autour, je comprends que les gens soient contre l'acte de construire. Et je fais référence à l'architecture contemporaine qui est brutale, qui est souvent violente, qui est agressive, et qui ne génère pas du bien vivre, selon moi, mais mon avis est tout à fait subjectif. Mais quand je vois les résultats que je fais dans ma ville, 72% après le 6e mandat au premier tour, je me dis que je ne dois pas faire que des trucs moches. Moi, je fais de l'architecture classique. Alors, j'invite tous les promoteurs à arrêter de céder au fantasme des architectes contemporains qui ne savent pas faire grand-chose à part des cubes et des rectangles qu'ils empilent les uns sur les autres. Je les invite à faire de la belle architecture classique, à faire des beaux quartiers avec de l'eau, avec des jardins. Aller au Plessis, il faut aller voir le Plessis. Je suis d'accord avec toi.
C'était ma conclusion. Non, c'est clair. Alors tiens, je vais quand même te relancer. C'est sérieux, parce que j'étais très sérieux. Convaincu mais je le sais. Les effets électoraux de la construction de très beaux quartiers où il fait bon vivre, forcément, ça a de l'impact. Et donc, il faut faire des bêches. Il faut arrêter de défigurer la France. La France va mal dans tous les secteurs. Il faut restaurer le calme, la tranquillité et l'urbanisme, l'aménagement, l'architecture participent de tout ça. Donc, si on n'a pas fait autant de merde pendant tant d'années, peut-être qu'on construirait un peu plus aujourd'hui. Alors tiens, je vais te piquer là-dessus. On t'a accusé oui, mais très belle conclusion. Alexandra saura sûrement s'y raccrocher d'ailleurs. Je ne manquerai pas autrement de la provoquer là-dessus. Un sujet quand même, on a pu te reprocher, parce qu'on reconnaît unanimement ton dynamisme de bâtisseur et ton attachement à faire des belles choses, de courir le risque de la gentrification. Toi et quelques autres de tes collègues maires qui sont des bâtisseurs, hein, je pense à Hervé Marseille, à Meudon, je pense à d'autres. Est-ce que ce risque de gentrification, tu le cours ou comment tu t'en préserves en tout cas? Écoute, dans la Cité Jardin, par exemple, qui est un quartier totalement nouveau, avec 10-15% de logements sociaux, puisque j'ai veillé à répartir mieux l'ensemble du patrimoine social. Parce que lorsque je suis arrivé en 1989, j'avais 72% de logements sociaux. Aujourd'hui, j'en ai 35. J'ai toujours le même nombre de logements sociaux, mais j'ai plus de logements privés. Et j'ai veillé dans chaque quartier à ce qu'il y ait du logement social pour une meilleure répartition spatiale et pour éviter les ghettos et toutes les explosions qu'on voit dans les quartiers aujourd'hui, dans nos banlieues. Bon. Donc, et ça semble fonctionner plutôt pas mal. Et le logement social, lorsque je refais du logement social, je fais des beaux logements sociaux parce que je considère, et c'est aussi un de nos slogans, que tout le monde, y compris les gens modestes et surtout peut-être eux, ont droit au beau, comme tout le monde. Et donc, on ne voit pas la différence entre un bâtiment de logement social et un bâtiment de logement privé. Enfin, ça, je pense que c'est vrai à peu près pour tous les promoteurs aujourd'hui, d'autant plus dans les ventes en VFA, puisqu'elles sont intégrées à des immeubles privés qui, donc, forcément, offrent les mêmes qualités de construction. Mais voilà, il faut essayer de donner du bien-être à tout le monde et après, les gens se foutent pas mal de l'étiquette politique du gars qui est là, pourvu qu'ils construisent une ville dans laquelle on vive en sécurité. Voilà. Bon, c'est toute une action. L'acte de bâtir n'est pas un acte isolé, c'est un acte qui s'inclut dans une politique générale. Et donc, c'est pour ça que c'est un acte important. Merci beaucoup. Alexandra, à ta suite. Alors, je sais que tu devras partir si tu dois t'échapper discrètement, Philippe, tu le feras. Alexandra, tu as demandé la parole tout à l'heure et puis bien des choses ont été dites depuis à l'instant par Philippe. Tes réactions y compris sur l'architecture. Je suis évidemment, et au nom de beaucoup de mes confrères, totalement convaincue que l'architecture, plus largement la qualité urbaine de ce qui est produit par la sphère privée comme de ce qui est produit par la sphère publique, et je mets dedans la qualité de l'espace public, la qualité des espaces communs. Monsieur le maire n'a pas dit, mais je suis certaine qu'il avait ça évidemment en tête aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis donc absolument convaincue que cette qualité architecturale-là, cette qualité du logement aussi, parce qu'on a le dehors, mais on a aussi le dedans, et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, eh bien, je suis convaincue que c'est de nature à réconcilier les différentes parties prenantes, l'habitant, l'élu, le promoteur, voilà, et je ne cite pas tout le monde. Donc, c'est une bonne voie pour faire de la ville apaisée, monsieur le maire l'a très bien dit. Malgré tout ça, il y a le sujet du beau. Le beau, vous l'avez dit, monsieur Pemzec, c'est subjectif. Moi, ma boîte privée, pardon, je déteste parler de ma boîte et puis je le fais quasiment jamais, mais juste vous donner ma baseline, depuis 20 ans, c'est Plus belle ma ville. Exactement. Tout à fait. Plus belle ma ville. Non, parce que pendant 6 ans de mandat national, je me suis toujours refusé de citer le nom de ma propre société. Mais dans ta biographie, j'ai mis le développement de ta marque parce que j'ai trouvé que ça avait du sens. Pardon, absolument. Voilà, donc Plus belle ma ville, bien sûr que le beau, c'est important. C'est subjectif. Mais j'allais dire, du moment qu'il y a du style, du moment qu'il y a de la qualité, comme je viens de la décrire tout à l'heure, je veux dire, on va dans le bon sens. Après, mon sujet, c'est aussi les contradictions que nous devons, nous, gérer en tant qu'opérateurs
notamment la réconciliation de cette qualité-là avec le prix de sortie. Et donc, le prix de sortie, c'est le coût de travaux et puis c'est le coût du foncier. Et je voudrais juste en profiter pour dire que je vois une vertu au développement du logement intermédiaire qui vient s'insérer entre le logement social et le logement libre. Il vient s'insérer notamment en termes d'usage parce qu'il développe un peu de locatif, comme son nom l'indique, intermédiaire, et donc ni social ni libre. On est là dans un logement conventionné, moins cher que le libre et un peu plus élevé que le social. Le Pinel, c'est de l'intermédiaire. Vient... Le Pinel, c'est de l'intermédiaire. Alors, le Pinel, oui, alors le Pinel, c'est de l'intermédiaire. C'est vrai que je ne pensais pas à celui-là, mais on pourrait mettre le logement Pinel aussi dans le logement conventionné. Mais je pensais surtout au logement des institutionnels, oui. Parce que vous m'avez tout à l'heure interrogé, une personne disait ce qu'il pensait du logement intermédiaire et du locatif. Moi, je suis un tout petit peu moins radicale que ce qui a été dit. Je pense que l'intermédiaire a des vertus, notamment pour procurer un équilibre économique. Pardon de parler de l'équilibre économique, mais bon, on est quand même obligé de parler des prix et on est quand même pas être que dans l'incantation, à tous vouloir faire de l'accession à la propriété abordable sans jamais poser les bases de la manière dont on peut le faire. Et ce n'est pas en faisant du logement social et du logement libre à 100%, tous les deux très, très, très loin en termes de prix, avec un écart qui se creuse de plus en plus, qu'on arrive à régler le problème du foncier. On l'a bien vu depuis quelques années. Les prix du libre n'ont cessé d'augmenter et les prix du social, eux, évidemment, sont mathématisés, si j'ose dire, et donc, eux, ils sont contraints et on le comprend. Donc, l'intermédiaire au milieu vient quand même apporter une proposition à des usagers locatifs, certes, mais à des niveaux conventionnés qu'il ne faut pas, à mon avis, balayer d'un revers de main. Je pense aussi que l'intermédiaire qui arrive dans notre secteur d'activité peut avoir des vertus, un peu comme amortisseur de crise. Et donc, à un moment donné, on est quand même les uns et les autres capables d'être contents d'être encore capables de produire des logements parce qu'un certain nombre d'institutionnels commencent à investir un peu dans le résidentiel. Et du résidentiel durable. C'est-à-dire que je parle entre gens de qualité, je parle entre gens de bonne compagnie. On ne parle pas ici, évidemment, de gens qui viendraient s'aventurer dans notre secteur d'activité sans respecter les règles, sans éthique et sans vouloir bien faire. Je parle des gens qui veulent bien faire, avoir des investisseurs institutionnels qui investissent dans le logement durable et je discute actuellement moi-même avec eux dans certains de mes projets. C'est intéressant, ça tire aussi les choses vers le haut, ça garantit une certaine équilibre économique au projet, ça permet, si jamais les particuliers sont en difficulté temporaire pour investir parce que les banques, à un moment donné, montent leurs taux, parce que sais-je, ou que les promoteurs n'arrivent plus à boucler leurs appels d'offres, ou alors qu'un maire a plus envie de donner un permis. Si ça se ralentit, tout ça permet quand même d'amortir un petit peu et de garantir, de sécuriser un marché. Mais je pense qu'il faut y veiller dans des proportions raisonnables. Très attention à ce que ça ne vienne pas manger, le pain des particuliers qui ont une demande de logement. Et je pense que ça peut nous aider à faire baisser les prix finaux. C'est ça à quoi il faut arriver. Deux questions. Une qui est posée par le chat, par de nombreux participants, c'est celle de l'impact. Alors, on a beaucoup glosé sur le sujet de la réglementation environnementale ARE 2020 et ce qu'elle va ralentir, ce qu'elle peut faire en termes d'augmentation des prix. Et une question aussi, tu as évoqué tout à l'heure construire autrement, tu as évoqué la construction, même si on n'a pas le temps de s'y attarder, mais avec d'autres matériaux hors site, le rôle du digital qui a été repris par d'autres intervenants. L'ingénierie juridique, je pense à la proposition de loi Laglaise qui est coincée au Sénat, si je puis dire, le découplage foncier bâti pour le logement libre, hein, les fameux offices fonciers libres. Ton regard là-dessus, donc impact de la RE 2020 et ingénierie juridique pour faire baisser les prix et faciliter la construction. Mon regard, il est assez simple finalement. Après de passer par les méandres d'une réflexion très complexe, je pense qu'on aura du mal à ne s'appuyer dans l'avenir que sur un seul modèle économique pour produire du logement dans ce pays, là où on en a besoin en termes de territoire et en termes de budget. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de nouveaux modèles qui sont émergents, que ne connaît pas encore bien la population. D'ailleurs, dans les enquêtes qu'on a fait récemment auprès des jeunes, on s'est aperçu qu'ils ne connaissaient pas le démembrement,
savaient pas ce que c'était qu'un bail réel et solidaire, qui ne savaient pas. Donc, tous ces modèles émergents sont extrêmement intéressants pour, par le truchement juridique, réussir à générer des modèles de propriété un peu différents, un peu moins classiques que celles qu'on connaît en France depuis l'origine. Je pense qu'un grand nombre d'ailleurs de nouveaux acquéreurs ne seraient pas gênés par détenir uniquement un usufruit ou que uniquement une certaine propriété partielle, on va dire pour là. Je pense que ça ne doit pas être un frein. J'en suis intimement convaincue. Je pense qu'il faut donc agir sur ces modèles-là et sur d'autres. Je pense que ce ne sont pas les seuls, mais on a déjà ces deux-là, ces trois-là. Essayons de les démocratiser. On a à peine fait un bail réel et solidaire qu'on était déjà tous en train de s'engueuler pour savoir qui allait y avoir accès. Et lui, il peut pas, et lui, machin. Et le maire, il dit, j'y mets que des sociaux. Et après, il dit, j'en veux pas. On a quand même un art à la fois de cloisonner dans ce pays et extrêmement néfaste à l'acte de bâtir vertueusement. Et on a aussi l'art de monter les gens les uns contre les autres. Mais nous, quand on se rencontre, et on le voit par la table ronde là que tu viens d'organiser, on arrive à se comprendre, on arrive à se parler. Et il ne faut pas que ça reste une affaire d'élite. Il faut que l'ensemble des acteurs de cette filière, c'est-à-dire y compris les élus dans les territoires, les promoteurs, les bailleurs dans les territoires, etc., les architectes aussi autour de la table, les juristes, les notaires, il faut qu'on arrive à partager des modèles ensemble. Mais je reviens à mon propos du début et je resterai là. Pour quel modèle ? Il nous manque quand même une vision politique globale majeure, quoi. Quelle est Moi, j'aimerais que notre président de la République, et pas notre ministre, notre ministre, elle se démène comme une dingue pour essayer de c'est reconnu, absolument, c'est reconnu par tous les acteurs. Qu'il est quel préfet, quand il voit les élus locaux, ils n'ont pas forcément envie de parler de ça, ils parlent d'autre chose, etc. Je parle au-delà, quelle est la vision politique au plus haut niveau de l'État sur la société française de modèle urbain de demain. On entend des choses sur la vie du quart d'heure avec Carlos Moreno. On entend beaucoup de choses aussi émerger des territoires. Demain matin à 9h, j'ai une visio sur le projet de développement de Limoges, ville moyenne par excellence. Quel est son projet ? Je veux dire, comment on accompagne ces villes-là ? Qu'est-ce qu'on leur promet ? Aujourd'hui, on leur promet d'abord un développement et un délestage des grosses métropoles sur ce type de ville. Oui. Et en même temps, on fait de l'artificialisation. Alors je veux dire, ce ne sont que des injonctions contradictoires. Donc, ça ne marche pas. Il faut absolument que la société professionnelle prenne les choses en main, arrête d'attendre du plus haut niveau, si on ne l'a pas, des moyens opérants de travailler, et que nous, on parvienne, et le propos de Philippe Hemzek était en ce sens intéressant, par la qualité, par le développement durable, par notre capacité à montrer des jolies choses et des choses bien faites, réussir à réembarquer les élus locaux avec nous, parce que tout le monde l'a dit, sans eux, on est coincé. Un petit mot, ce sera le mot de la fin, même si on termine sur une note qui est très partielle par rapport à tout ce qu'on a dit. RE 2020, impact de la réglementation environnementale. Moi, vous savez, je suis vice-présidente du CSC2E, le Conseil supérieur de la construction efficacité énergétique, beaucoup de débats très, très houleux là-dedans pour essayer de parvenir à un projet qui soit… la ministre a fait des efforts vers nous également parce que ce projet de loi excluait complètement notamment les bétons propres, il y a plein de choses, le gaz, voilà. Donc on était dans une logique qui était une logique à nouveau de cloisonnement, une logique de certitude. Moi, je n'avance jamais avec des certitudes, je n'avance qu'avec des doutes. Je n'avance qu'en doutant en permanence. Et quand on me donne plein de certitudes, je me braque. Et je pense que le secteur s'était braqué parce qu'on avait dit, vous laissez tellement peu d'options que tout ça va coûter d'abord horriblement cher et qu'on n'est même pas persuadé de savoir le faire et de savoir le construire. Donc les choses se sont assouplies. La ministre a entendu ce que les professionnels tous ensemble ont su dire au sein du CSC2E et a assoupli un certain nombre de choses, ce qui veut dire que oui, il y aura des surcoûts, mais qui pouvait penser
que la transition écologique allait se faire comme ça. Bien sûr. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on surtranspose. Le logement français, depuis la RT 2012, c'était déjà un des plus performants d'Europe. On surtranspose la réglementation environnementale européenne. Communautaire, oui. En voulant aller encore plus loin. C'est très français. On est bourré d'ego, on est bourré d'arrogance et on veut toujours mieux faire que les autres. Moi, j'aurais été, mais je n'étais pas à leur place, j'aurais été un tout petit peu plus humble. J'aurais laissé déjà simplement s'imprimer dans nos méthodes ce que réclamait le bas carbone à l'échelle européenne. C'était suffisant. On se mettait au boulot, on se retroussait les manches. Il faut digitaliser tout ce bazar, c'est pas simple. Voilà. Là, on va encore plus loin. Oui, il y aura des surcoûts. C'est pour ça qu'on est tous à réfléchir où est-ce qu'on peut dégager les postes de valeur pour se le payer. C'est pour ça que toutes les solutions aujourd'hui ne doivent pas être balayées d'un revers de main parce que sinon, on aura mécaniquement un problème pour construire. Ce ne sera plus un problème de terrain, ce ne sera plus un problème de volonté municipale, ce sera un problème qu'il n'y aura plus d'équilibre économique dans nos projets. Merci beaucoup, Présidente. Voilà, tu auras été la dernière à parler. Je remercie tous les intervenants. Je le fais au nom des quelques 400 participants. Je vois aux questions, parce que j'ai des observations aussi, que vous avez donné satisfaction à ceux qui attendaient des éléments de réponse et aussi un diagnostic. Ça a compté extrêmement fin, précis. Donc, je remercie Philippe Emzec, sénateur des Hauts-de-Seine et ancien maire du Plessis-Robinson. Il le redeviendra sans doute, du Plessis-Robinson, c'est mon petit doigt me le dit. Samuel Minot, qui a dû partir tout à l'heure, il est le président de la commission économique de la Fédération française du bâtiment, Philippe Jarlot, le patron des promoteurs du Grand Paris et de sa propre entreprise MDH Promotion, Alexandra François-Cuxac qui s'est exprimée à l'instant, elle-même promoteur et présidente de la FPI, et Norbert Fanchon, qui est le président du directoire du groupe Gambetta. Merci à tous. Je passe la parole, c'est le mot de la fin, rituellement, à Benjamin Darmouli, notre président. Je vous dis d'ores et déjà que le prochain débat aura lieu le 17 avril à 17h. Et vous saurez, dans les meilleurs délais, de quoi nous allons débattre avec les meilleurs experts. Merci encore, Benjamin. Merci à tous les intervenants. Je pense que ça a permis de faire avancer le débat. Il y a encore beaucoup de travail et on espère que les bonnes décisions seront prises pour relancer la construction en France. Je vous rappelle tous que vous pouvez retrouver les biographies sur le site internet du Cercle des managers de l'immobilier et vous retrouvez effectivement le replay de cette conférence pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'y assister. Merci à tous les participants et je vous dis au mois prochain.